C'est un nouveau vlog et aujourd'hui c'est jour de canicule, mais 40 degrés ne nous empêcheront pas de continuer à écrire C'est pas ma faute, puisque là on avance à grands pas et que nous devons terminer le livre pour cet été. Du coup, voilà, j'attends une fleur et puis c'est parti. Petit snack de canicule. Exactement. On a fait des avocats de toast, donc on vient de faire un petit guacamole là. Ça va être trop bon. On fait que de manger encore. Comme d'habitude, vous le savez, hein, de toute façon on fait que ça bouffer. Là il te reste plus grand chose du chapitre 23. T'as vu? Ouais, Je pense que... ouais, non, mais je vais y aller, là il reste très peu de trucs. Alors attends, je vais corriger des petites fautes et je vais avancer après. C'est trop marrant déjà. Ça c'est vraiment la jeunesse. Les messages vocaux WhatsApp. Genre quand je l'appelle, elle me répond pas au téléphone, mais elle me laisse des messages vocaux. Oui, c'est quoi ce truc des messages vocaux? D'ailleurs ça c'est peut-être un truc qu'il faudrait qu'on mette. Grave. C'est quand même drôle de... J'ai l'impression que c'est d'avoir 80 ans là. Je sais pas, moi au pire j'appelle, tu vois, pour avoir une discussion. Oui, non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, c'est juste la scène d'écrit, le texto. Oui, donc c'est un texto vocal. Oui. Mine de rien là, toi si tu finis le chapitre 23 et que tu commences le 25, moi que je termine le 24 et que je commence le 26, oui. On va sérieusement s'approcher de la fin. Est-ce que tu nous expliques ce qui vient de se passer? Et on adore car un jour un scandale comme on dit, mais parfois on arrive à rigoler même si en fait c'est pas très drôle. Donc l'AGSA c'est l'association qui a créé pour être notre sécurité sociale des artistes auteurs, qui a géré pendant 40 ans plus ou moins bien, autant dire très mal, le recouvrement des cotisations. Donc il y a une partie dont le recouvrement a été fait, une autre partie dont le recouvrement n'a jamais été fait de façon totalement illégale, donc bonjour les préjudices. Donc bref, on part sur un terrain qui n'est pas génial, et donc on demande à l'AGSA d'avoir une communication qui est meilleure envers les artistes auteurs, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des renseignements, qu'on puisse s'en sortir avec notre statut. Et en fait, pendant que Anne-Fleur et moi on écrit, on a des choses administratives aussi à gérer dans nos vies, c'est-à-dire faire des notes de droit d'auteur, comprendre des choses à tout ce qui se passe dans un environnement de réforme et tout. La GSA a enfin communiqué sur la compensation de la CSG pour une certaine catégorie d'auteurs, et donc je vous invite à aller voir. Ce qui est génial, c'est que en fait, elle nous invite à renseigner nos coordonnées bancaires sur ce site qui peut déjà intriguer par comment dire son URL. Ah ouais, non. Voilà. Alors, et donc ça renvoie là-dessus, sur un site porno. C'est quand même formidable. Donc notre sécurité sociale nous invite à renseigner nos coordonnées bancaires sur le site www.xxx.com. Tu sais, il y a des moments, je sais plus quoi dire. Ça me fatigue énormément. Voilà. Donc à la fois c'est drôle et en même temps c'est pas drôle du tout. J'ai reçu quelque chose de très intéressant. J'ai reçu Nos âmes rebelles chez le livre de poche. Donc la trilogie ressort en poche. Le dernier tome sort en septembre et il va pouvoir trouver sa place parmi eh bien, toute la petite famille de livres. Je trouve ça génial de le voir sortir en poche et de savoir qu'il va continuer à vivre sa petite vie. Et je me dis que je crois que c'est pas ma faute, c'est sûrement ce que j'ai écrit de plus proche aussi de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles et Nos âmes plurielles. Et en même temps c'est très différent, donc j'ai hâte de terminer ce roman. Mon pauvre Hélios avec son petit plâtre. Oh, il a chaud. Mais bon, prudence. Elle est comme ça, ouais. Très emportée. C'est celle avec une belle enveloppe argentée que Corinne m'a fait envoyer. Que Corinne m'a posté.
m'a fait envoyer, c'était bien. Et comme ça, c'est pas mal parce que du coup, ça en dit pas trop. Si on a une bonne mémoire, on comprend quand même à ce moment-là de quoi il s'agit, mais c'est pas sûr. Oui. Ma préférée, même si c'est la plus spéciale. Si c'est la plus spéciale. Ah oui. C'est la plus spéciale. Oh là là, la pauvre. C'est trop beau, non? Ah, c'est trop beau. Oh, c'est le... Oh là là. C'est un secret qui s'en va, mon petit cœur. Les parents, ils font à la mesure de leurs moyens, c'est-à-dire qui a... Enfin, t'as 1% de la population française qui, je pense, sont des revenus qui fait que tu peux payer à ton gamin un appartement à Paris, par exemple, vraiment bien pour le début de tes études, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai vécu dans 14 mètres carrés pendant combien de temps? Pendant 5 ans. On sait où j'étais. Voilà. Une petite chambre de bonne pendant mes études qui était pas isolée, qui n'était pas chauffée. Et donc, quand il y a eu un hiver par exemple où il avait fait très très froid dehors et ça gelait dans ma chambre. Et déjà, c'est indécent de laisser des gens ah non, mais le marchand. Des étudiants dans des logements comme ça. C'est indécent. C'est indécent, et alors tout était indécent, c'est-à-dire que la logeuse, on l'a payée évidemment au black, c'est une vieille dame assez riche, etc., qui possédait plus ou moins tout l'immeuble, et on allait lui donner notre loyer avec, dans une petite enveloppe. Alors avec moi, des billets. Je gardais mes sous sous mon... parce que j'en avais pas beaucoup, je faisais attention, sous mon matelas pour pas qu'on me les pique, enfin, et on allait lui mener notre petit billet. Et en fait, le truc, c'est que moi, assez vite, elle m'a prise en grippe par rapport à mon mode de vie et tout. Et quand j'allais lui donner mon loyer, elle m'insultait. C'est horrible. Tu vois, genre des... Ah non, mais... Enfin, vraiment des trucs terribles, voilà, que j'ai pas envie de répéter là. Je payais ça 380 €. On trouve pas de loyer à Paris 380 €. Alors évidemment c'était dans des conditions insalubres, l'électricité était pas aux normes. Pour vous dire, le compteur, c'était un compteur avec des plombs qui étaient en porcelaine. C'est un truc qui se fait plus aujourd'hui. Et donc il y avait un plomb qui avait pété. Et vu que c'était impossible de les remplacer et qu'elle voulait pas changer le compteur, ben du coup j'étais obligée, pour avoir de l'électricité sur ma prise de chevet versus dans ma salle de bain, c'est-à-dire au-dessus de mon lavabo, je changeais manuellement les plombs d'un endroit à l'autre, tu vois. Et pareil, il y avait dans ma chambre où j'avais la chance d'avoir une douche, et évidemment elle fuyait. Et il y avait les fils de tout l'appartement qui étaient évidemment dangereux d'un point de vue électricité, tu vois, qui étaient proches des fuites d'eau de la douche. Oh là là. Et donc je ne marchais jamais nu-pied sur le sol de mon appartement parce que j'avais peur de me faire électrocuter. Quand tu as connu cette précarité, ce qui est étrange, c'est que tu reproduis le schéma où justement t'es pas équipé pour te défendre face à ça. Déjà, t'as pas les codes. Oui. T'as pas les clés. Et en fait, tout est un code. Enfin, moi, j'ai appris à m'en sortir. Moi, j'ai vécu quand même, mais c'est ce que j'avais dit dans ma tribune sur l'actualité, j'ai vécu avec environ 1 000 € par mois pendant 4-5 ans, à Paris. Mais ce qui est en fait le début d'activité de la plupart des auteurs qui se lancent. Mais non, mais tu vois, c'est la vérité. Et quand t'es une femme et que t'es autonome et que t'es indépendante, c'est-à-dire que voilà, tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre à ce moment-là, et donc toute ta vie tu dois la construire, que ton loyer ça repose sur toi et sur personne d'autre à ce moment-là, et en plus dans des conditions précaires où les gens ne te payent jamais à temps parce qu'on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de règles à ce niveau-là et que chacun fait un peu comme il veut, et que même s'il y a des règles dans le code de la propriété intellectuelle, on estime que parce que le comptable est en vacances on va te payer 3 mois plus tard, tu vois. Tu te dis mais même avec une stratégie bien élaborée, tu t'en sors pas. Et d'un autre côté, je me dis que cette expérience-là, alors on va pas vanter la précarité, tu vois, c'est pas la question, mais je pense que c'est pour ça qu'on a tout de suite accroché. Oui. Parce qu'en fait, la première chose dont on a parlé de toi et moi, c'est de ça. Oui. On a parlé de précarité. Effectivement, moi j'étais dans encore un boulot qui était effectivement précaire, puisque c'était la fin. C'était la fin.
et j'allais pas très bien. Et justement, toi, dans les stagiaires, t'en parles, ils étaient les stagiaires. Justement, de ce statut que tu connais bien aussi. Oui, tu finissais un stage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Et t'as vu tous les signes que j'allais pas bien. C'était évident. Et en fait, c'est là que tu m'as dit allons boire un verre, tu vas me raconter un petit peu ce qui se passe. Puis en fait, on est resté à parler toute la nuit. Et au final, nos personnages, je trouve d'ailleurs, d'une certaine façon, ils incarnent toutes ces problématiques qui sont liées à la précarité, c'est-à-dire, mais quelle qu'elle soit en réalité, même on parle d'homophobie dans le livre, et c'est aussi une forme évidente de précarité que je connais bien, et typiquement, un de nos personnages aussi, à sa façon, cache et a honte de sa précarité, de sa vie, et donc toute sa communication est orientée sur comment faire en sorte de montrer que ma vie, elle correspond aux standards du monde. Et justement, le monde la méprise aussi pour ça, c'est-à-dire pas pour le mensonge, mais pour avoir cette vie rêvée qui est même pas la sienne en vrai. Et ça, c'est un truc que pour le coup, dans lequel toi, tu te reconnais un peu finalement. Ben ouais, non mais c'est marrant sur ces questions d'image, un peu la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent quelle est mon histoire. Tu vois, enfin ils connaissent, je veux dire, et puis si on lit mes livres, c'est pas très compliqué comme lecture à faire, enfin je veux dire, le prénom que j'ai, enfin tout voilà. Mais en effet, avec les fonctions, on va dire, politiques, parce que c'est militant, mais en fait ça prend forcément une dimension politique quand ça devient quelque chose d'aussi lourd et puis qui te dépasse un peu. On a entendu dire, il y a des gens qui imaginent que je suis une riche en fait, je discutais héritière avec une très bonne amie par ailleurs, quelqu'un que j'apprécie énormément, mais justement on parlait de ça et j'ai découvert, mais ébahi, parce qu'évidemment moi je te connais très bien, que la communication que tu donnais et elle, son investissement qui était relatif, c'est-à-dire elle te connaissait par tes réseaux mais de loin en loin, lui donnait l'impression qu'en fait t'étais une petite princesse rentière, héritière, depuis toujours, avec une famille très... Et j'étais hyper surprise parce que effectivement pour moi, du coup t'es tout sur ça, c'est-à-dire que pour moi c'est drôle par rapport à tout ce qu'on écrit en fait. Et oui, et en fait tout est lié. Tout est lié, oui. Ouais, et nous finalement... Parce que c'est l'image que les gens se construisent par un fantasme. Exactement. C'est-à-dire que c'est des codes de communication, et en effet quand tu as un compte Instagram avec des jolies photos, etc., mais en fait le compte Instagram c'est un parti pris quasiment artistique. C'est-à-dire que travailler la représentation de soi et de l'écriture, etc., c'est là le biais, c'est que tu donnes à voir une partie de ce que tu veux montrer, de toute façon ça c'est sûr, comme toute communication actuellement sur internet que tu gères, mais d'un autre côté, il y a une idée, je pense, de maîtrise dans cette communication qui peut refléter un fond social qui n'est pas le mien, mais c'est drôle, c'est comme au moment de la polémique sur l'auto-édition. Genre les phrases qui revenaient c'était mais avec la puissance qu'elle a, elle va détruire l'édition, tu vois. Et t'es là, mais c'est l'histoire d'une nana qui pendant 5 ans a vécu dans des conditions pas possibles pour essayer de vivre de son écriture, qui a publié près de 30 bouquins. Enfin tu vois, moi je suis une vraie bosseuse quoi dans tout ce que je fais. Et genre qui est là avec ses chats, tu vois. Enfin non mais il y a un côté qui faisait des vidéos d'humour YouTube avec ses... Non mais tu vois, il y a quelque chose qui colle pas dans la projection avec la réalité, mais c'est le côté qui déforme d'internet et des perceptions que les gens ont envie de projeter. Exactement. Et moi tu vois d'ailleurs, typiquement je trouve ça intéressant que du coup, ne sachant pas
comment montrer... En fait, ne sachant pas cacher ce qui sont mes blessures et ma fragilité, tu vois, et en l'occurrence aussi, oui, tu l'exposes pas ma précarité. Oui, bah du coup, en fait, moi, genre, je n'existe pas sur les réseaux. Mais parce que je suis très mauvaise aussi parce que t'aimes pas ça aussi. Et j'aime pas ça. C'est pour ça que c'est aussi important dans C'est pas ma faute, c'est que c'est un vrai cheminement intérieur, le moment où tu apprends à avoir conscience de ta valeur en fait. Et de qui tu es et de tout ça, parce que c'est ça dont il est question. Oui. En fait, être capable de se sentir en colère, c'est déjà un privilège parce que mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est un apprentissage, c'est que déjà un long chemin a été fait, loin de l'acceptation de sa situation, parce que parfois tout accepter c'est aussi synonyme de survie. Oui. Mais parfois t'as pas le choix en fait. Mais quand on ressent une injustice quelle qu'elle soit, se retrouver entouré par des gens qui la comprennent parce qu'ils l'ont vécu, c'est évidemment extrêmement powerful et c'est déjà sortir de l'engrenage, c'est un pied hors de l'engrenage. Et nous, je pense que c'est ça qu'on a voulu dire avec C'est pas ma faute, c'est de ça dont on a voulu parler. C'est que le monde, il est fait comme une spirale qui écrabouille de plein de pour plein de raisons différentes. Les gens, les femmes a fortiori. On est dans une société qui est dure. Hein. On est dans une société qui est dure et les enfants et mais qui est dur, mais d'une façon, c'est ça qui est complexe à déchiffrer, c'est que la violence, elle est souvent pas telle qu'on l'imagine en fait, oui, telle qu'on se la représente, comme évidemment quelque chose de physique. Je trouve qu'il y a, mais c'est bon, on va pas trop en dire non plus, mais dans l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se jouent justement à ce niveau-là. C'est ce qu'on essaye de faire passer dans C'est pas ma faute, c'est que les réseaux sociaux, le rapport vraiment à son double projeté sur internet, à ce qu'on a envie de donner à voir aux gens et en même temps ce qu'on voudrait être, enfin bon bref. Et même au-delà des réseaux sociaux, genre exister quand on est adolescent, qu'on a l'impression qu'on est différent d'une norme qui a été créée de toutes pièces. Et ça c'est tout. Enfin, je pense que se sentir différent d'une norme, il y a plein de façons de l'aborder différentes quoi. Exactement. Mais qui se rejoignent dans la marge et ce qu'on pourrait appeler la norme et comment quand tu es dans une forme de marge. Parce que l'histoire des auteurs, c'est ça. Hein. C'est une histoire de marge. Hein. Franchement, c'est une histoire de ne pas rentrer dans le cadre et de ne pas être typique par rapport à un cadre. Comme vous le voyez, ce genre de discussion, quand on est ensemble, dure extrêmement longtemps. Parce que dans nos vies, comme dans notre profession, comme dans notre passé, comme dans nos histoires, on parle et on ressent tout ça, et je pense que Saint-Témoin s'est rejoint aussi sur le fait qu'on a un peu des journalistes en fait dans l'âme, à notre façon. Alors nous on utilise la fiction, d'autres utilisent le réel, mais il s'agit de raconter, quoi qu'il arrive, une histoire et de trouver des solutions et de dénoncer des injustices. Et je pense que c'est ça qui nous motive. C'est ça qui nous lie et c'est ça qui nous motive. Parce que finalement, notre première discussion, c'était sur ça. C'était sur les choses qu'on trouvait pas justes. Oui. Sur les choses qu'on trouvait pas justes et sur le déterminisme social. Mais notre première discussion et toutes les... C'est vrai. Non, mais on parle que de ça en fait. C'est intéressant parce que la quête de vérité, je pense que c'est un truc qui se retrouve dans beaucoup de nos livres chacune, ou en tout cas de nos préoccupations, c'est l'enquête et faire la lumière sur une vérité. Oui. Tu vois, il y a un côté mener l'enquête. Et toi, je pense que tu l'as fait par ton travail de journaliste, de toute façon. Et moi, je le fais par mon militantisme, c'est-à-dire que chaque chose avant de l'avancer, je fais 15 vérifications des sources, je recoupe les documents, je me renseigne, je prends des conseils juridiques et tout. Enfin, genre, je fais les choses presque comme une avocate par moment pour être dans une forme de procédure qui fait qu'on ne va pas pouvoir disqualifier ton engagement ou le récit, parole. Et pas que la mienne en fait, celle des gens qui envoient leur récit. Et c'est une histoire qui disent bah voilà, moi c'est ce que je suis en train de vivre. Et du coup, je me dis mais c'est pas ma faute, c'est une enquête parce que de fait, c'est comme ça que toutes les deux on fonctionne. Oui. C'est en fait ce roman, c'est la convergence. Et en fait,
on écrit, mais chaque chapitre serait sûrement un peu différent si on n'avait pas eu telle ou telle conversation avant et après de l'avoir écrit en fait. C'est-à-dire que c'est comme enrobé à chaque fois de ces moments où on se pose, où on prend le thé et on discute et on se dit bon. Mais qui sont des moments comme celui-ci Mais en fait, qui sont des moments de réflexion et de travail invisible, de tissage, de se dire mais ces personnages-là, pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont arrivés là? Comment on va faire pour raconter cette histoire? Qu'est-ce qui va faire qu'elle est puissante, etc. Et après, je pense que la vocation des récits, de toute façon, c'est de transformer. C'est de transformer la personne, l'individu qui rencontre cette histoire et qui ne va pas sortir indemne de cette rencontre. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, dans le milieu artistique en tout cas, tel qu'on le connaît, les gens nous disent « Ah mais moi je suis là pour écrire des histoires, je suis pas là pour faire de la politique, mon texte n'est pas une tribune ». Alors ça prend divers aspects, par exemple, quand on dit à des auteurs, par exemple, tiens, ça serait bien de représenter davantage, par exemple, je sais pas, des personnes gays ou d'avoir davantage des héroïnes noires, etc. C'est un mot que vous entendez peut-être parfois en France, particulièrement où la liberté d'expression c'est vraiment une valeur. On dit voilà, attention à la censure, c'est quelque chose qui nous guette, etc. Moi, je suis pas là pour faire de la politique, j'écris des histoires. Et à nous deux, il me semble aussi que pour toi comme pour moi, les histoires sont, quoi qu'il arrive, politiques. Ce qu'on y raconte, c'est toujours signifiant. Alors ce qui est essentiel, évidemment, c'est l'aventure. Quand on ouvre un texte, on a envie d'être attrapé par l'histoire, on a envie que les personnages nous tiennent par la main, de connaître leurs histoires d'amour, de vivre les rebondissements, etc. Mais dans le fond, pour moi, tout ça est intrinsèquement lié à la parole politique qui est dedans, qui nourrit le texte, qui lui donne de la consistance, qui l'enrichit, etc. Et une histoire ne semble jamais aussi fournie que quand les personnages ont des choses à dire en vrai. Parce que si ils ont rien à revendiquer, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait? Enfin, s'ils disent rien du monde... Oui, je pense que la question c'est de dire quelque chose du monde. Exactement. Je repense à Philippe Pullman, tu vois. Je le relis et je me dis, mais le degré de signification est étourdissant. Et à chaque fois que tu le relis à des périodes de ta vie, et c'est un texte qui est très... Je sais même pas si politique c'est le terme. Idéologique peut-être, oui. Serait meilleur. Et pourtant, tu sais ce qu'il dit, Pullman? Ouais. Attends, je te cherche la citation parce que c'est justement intéressant. Pullman, justement, lui, il refuse que ces textes soient considérés comme politiques. Et justement... Peut-être que c'est une façon de se préserver aussi. Et tout à fait, en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, la fiction a parfois un rôle de voile et la liberté d'expression est une façon de faire un terrain où tout est possible. Mais parce que c'est quand même... c'est très puissant, je trouve, idéologiquement. Et d'ailleurs, je suis pas sûre que je serais exactement la même personne si j'avais pas lu À la croisée des mondes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je l'ai lu à 12 ans. Et c'est marrant, je l'ai lu à Toulon, dans le sud de la France, parce que, mes grands-parents m'avaient amené à la FNAC. Et m'avait dit, choisis un livre, tu vois. Alors que j'étais pas la plus grande lectrice de la Terre. Et c'est lui que j'ai pris, et je l'ai lu sur la plage pendant tout l'été. Et là, quand j'y suis retournée, donc plus de 10 ans plus tard, ou bien plus de 10 ans plus tard, tu vois, genre presque 20 ans plus tard, c'est bizarre, mais ça faisait un moment donné, j'avais commencé à relire l'intérêt, je l'ai pris avec moi pour l'emmener là-bas, et je l'ai relu sur la même plage, mais avec les 20 ans de différence. Et je me suis dit, mais quand tu lis ça, en fait, t'es profondément marqué par une histoire pareille, même si tu l'as pas vécue. Mais oui, par le fait de l'avoir lu. Et je trouve qu'à tout âge, on y trouve des choses qui disent des choses du monde, mais par exemple, ce qu'ils disent sur les femmes, les personnages féminins qu'il y a, qui sont hyper complexes, Lyra, puissants, mais que ce soit Lyra, sa mère, ou alors Serafina Pekkela qui est une sorcière, à leur façon tous des individus libres, mais qui sont aussi pris dans des destinées qui sont pas seulement de leur ressort, parce qu'on vit en société et jamais tout seul. Donc on est mère, on est chef de clan, donc on est femme politique, on est croyant ou pas. En fait tout ça détermine nos choix et
en fait tout ça dit des choses par exemple extrêmement politiques sur ce que c'est qu'être une femme, le personnage de Mary Malone par exemple. Et lui pourtant il dit sur son site officiel Anyway, I'm not in the message business, I'm in the once upon a time business. Donc ça veut dire, quoi qu'il en soit, moi mon travail c'est pas de faire passer des messages, c'est de raconter une histoire. Mais je pense qu'il est vrai d'une certaine façon. Oui, et en même temps je trouve que c'est lâche de dire ça, parce que, alors non pas du tout que j'accuse Philippe Pullman de lâcheté, mais je pense que d'accepter la valeur politique de son œuvre, dans tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire même en creux. Hein, en fait c'est un vlog sur l'engagement. Oui, c'est vrai, c'est un vlog sur l'engagement. Et sur comment l'engagement teinte en fait ce qu'on écrit. Y compris ne pas en prendre d'engagement. Si tu réfléchis, tout le monde se raconte et de manière de plus en plus accélérée. Mine de rien, en fait, les réseaux sociaux, c'est une histoire que tu racontes aux autres. C'est-à-dire que tu racontes l'histoire de ta vie et tu choisis des scènes et tu coupes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est quand même une... Tu choisis ce que tu vas dire au monde de toi. Oui. Mais parce que l'écriture, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la vie à l'état brut. Puisqu'en fait, c'est une vie avec plein de montages pour essayer de garder les parties qui sont les plus intéressantes à raconter, quoi. On montre pas les personnages à en chiottes, à moins que c'est un sens. Sauf que, peut-être qu'Anne Fleur, vu le toilette approuve, va nous faire... D'ailleurs, c'est quoi ce que tu dis? Nous, on a une scène de chiottes, hein. Ah oui, c'est vrai. Et oui, ben voilà, on a exactement. On a une scène de chiottes parce que ça sert à l'intrigue. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais quand même. Sinon, c'est vrai que c'est rare. C'est rare. Voilà. Bah, dans C'est pas ma faute, vous avez ça. Et plein d'autres choses. Ben, ça y est, le vlog est déjà fini, mais on voulait vous remercier pour toutes vos réactions par rapport à l'annonce de notre éditeur, qui est donc Pocket. Et Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, tout à fait. Et bah ouais, en fait, on s'attendait pas à tous ces commentaires hyper enthousiastes. Vrai vous n'aviez pas deviné pour la plupart. Il y avait beaucoup de pronostics, c'était assez marrant. Oui. Mais voilà, c'est Pocket Jeunesse. Et il sortira donc début d'année 2020. On a super hâte, mais là on n'est pas loin d'avoir fini. Oui. On y est presque. Et écoutez, à très bientôt donc pour un prochain vlog. On continuera les vlogs de création d'un livre parce qu'une fois qu'on a écrit un texte, bah c'est pas tout, c'est pas fini. Attends, déjà faut qu'on le finisse, Voilà, mais ensuite, mais après, il se passe encore des tas de choses et on vous emmène avec nous quoi. Oui, on va vous faire suivre vraiment tout le processus de C'est pas ma faute, depuis le début de l'écriture jusqu'à l'impression début 2020. Donc on va vous emmener dans les coulisses et puis vous montrer tout ça. C'est un angle très peu flatteur finalement. C'est toi qui as voulu tenir la caméra. Oui. Bisous. Ciao.